Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Antidote, j'ai la chance de recevoir Safa. Bonjour Safa. Bonjour Angéline. Merci beaucoup de revenir au micro d'UGOP Radio. Aujourd'hui, tu vas davantage nous parler de ton activité, donc de mandataire immobilier. Et l'épisode d'aujourd'hui, il va vraiment être focalisé un peu sur le marché parisien parce que voilà, on entend plein de choses, on sait plus ou moins des choses. Donc le but, c'est d'avoir ton regard de professionnel. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui n'auraient pas vu tes précédentes interventions, pardon. Alors, moi, je suis mandataire immobilier. Je m'appelle Safa, pardon. Je suis mandataire immobilier sur Paris, précisément dans le 12e arrondissement. Mais je travaille plus largement sur tout Paris et l'Est parisien. J'accompagne mes clients vendeurs et acheteurs sur mon secteur. Donc, je fais principalement, moi, de la transaction immobilière. Pas beaucoup de location. C'est un choix de ma part par rapport à mon organisation et mon activité. Donc moi, je me focalise beaucoup sur la transaction et j'accompagne mes clients maintenant depuis un peu plus d'un an sur la partie immobilière. Ok. Quand tu dis transaction, c'est en fait... C'est de l'achat-vente. Donc j'accompagne mes vendeurs du projet de vente de leurs biens immobiliers jusqu'à la vente définitive et l'acte authentique chez le notaire. Donc tout ce process, je les accompagne. Et j'accompagne aussi mes clients acheteurs pour de la chasse immobilière. Donc, je vais aller dénicher le bien. Non, mais ça fait rire. Mais ok, la chasse immobilière. Je ne connaissais pas cette expression. C'est des personnes qui n'ont pas le temps, qui sont toujours entre deux avions, qui sont toujours dans des rendez-vous, qui n'ont pas le temps de faire des recherches de biens sur les sites de diffusion ou d'aller faire le point avec un agent immobilier dans toutes les agences, voir ce qu'ils commercialisent, etc. Ils font appel à un prestataire ou à un professionnel de l'immobilier, en l'occurrence moi, et ils vont m'établir un cahier des charges, un budget validé par un professionnel, donc courtier ou banquier. Ils vont me dire quel secteur, quelle école à proximité, quels sont les critères les plus importants pour eux, la proximité d'un métro, d'un monument parisien, du bois de Vincennes, de la coulée verte pour les résidents du 12e. Donc tous ces éléments constituent un cahier des charges que je dois respecter et en fonction d'eux, je vais leur proposer des biens et c'est qu'à ce moment-là qu'on partira en visite et que j'espère pouvoir déclencher le coup de cœur. Voilà, mais ça s'appelle comme ça, la chasse immobilière. Ok, ouais, donc il y a beaucoup d'étapes du coup, que ce soit pour les vendeurs ou pour les acheteurs. Dans tous les cas, en fait, si tu les accompagnes de A à Z, c'est ça. Quand même un long process. Alors c'est ça, ouais, tout à fait. En fait, il faut bien comprendre qu'un partenaire, un professionnel de l'immobilier, c'est un vrai partenaire dans son projet d'achat ou de vente. Pour les vendeurs, c'est quelque chose qui vient aussi les rassurer, parce qu'on va venir, dans un premier temps, établir l'estimation de leurs biens immobiliers. Donc sans mettre en avant la dimension affective, malheureusement les vendeurs, pour eux c'est le bien où ils ont vu grandir leurs enfants, tu vois, ils se sont installés depuis plusieurs années dans cet appartement, donc il y a une dimension affective. Nous on va plus venir avec une estimation factuelle des éléments de marché où on va venir estimer par rapport à des critères comparables d'autres biens sur le secteur, des biens qui sont en vente, des biens qui ne sont pas vendus depuis plusieurs mois, donc souvent ça vient aussi rentrer dans les critères d'estimation, et les biens qui sont vendus pour venir affiner au mieux notre estimation et venir proposer une estimation à notre vendeur. Donc ça, c'est un point positif qu'on va venir apporter, parce qu'on va venir de façon concrète et faire une analyse concurrentielle avec les autres biens pour pouvoir appuyer notre estimation et ensuite débuter la commercialisation du bien. Une fois que l'estimation est conforme, et là on fait intervenir aussi nos partenaires, puisque un bon professionnel de l'immobilier travaille, c'est un peu comme un couteau suisse. Donc moi j'ai un notaire qui m'accompagne et qui accompagne mes clients, j'ai un courtier qui fait l'estimation et les simulations de mes acquéreurs. Avant de proposer une offre, j'ai besoin d'avoir une validation d'un professionnel, donc ma courtière et mon bras droit dans ces dossiers-là. J'ai mes artisans qui vont faire des estimations, surtout à Paris. Il y a pas mal de travaux sur des biens qui sont parfois vieillissants, donc il faut aussi estimer pour bien cadrer la négociation. Donc là, un chiffrage précis en fonction des postes de dépenses. Des architectes, parce que parfois il faut repenser les espaces, il faut faire des permis de construire, déposer des permis de construire. Donc c'est tout un process qui parfois peut faire peur aux vendeurs, mais nous on est là aussi pour conforter et accompagner nos clients. Et puis il y a aussi les diagnostiqueurs qui sont aussi nos partenaires, qui viennent établir des diagnostics qui sont aujourd'hui obligatoires. Dès lors qu'on souhaite mettre en vente un bien, on doit présenter un certain nombre de documents obligatoires et qui constituent le dossier de vente que nous on doit pouvoir aussi
argumenter et présenter à nos futurs acheteurs. Donc voilà. Donc il y a du monde. Il y a du monde. En fait, on est seul, mais on n'est pas vraiment seul parce que derrière, on a toute une team avec laquelle on a l'habitude de travailler et qui vient aussi nous épauler dans bon nombre de dossiers et qui aussi rassure nos clients parce qu'ils se rendent compte que ils sont encadrés. Ouais, ils sont pas juste avec un professionnel de l'IMO, mais en fait, il y a tout un staff derrière qui répond à toutes leurs demandes. Donc c'est rassurant, en effet. Déjà pour casser un peu le cliché, casser ou pas le cliché d'ailleurs, Paris c'est réputé pour être très compliqué pour trouver un appartement, extrêmement cher. Ouais. Pourquoi ? Alors, Paris. Moi, je suis une Parisienne de naissance, donc je vais te dire que Paris est la plus belle ville du monde, donc c'est normal. Mais en fait, Paris, il faut comprendre qu'il y a toujours eu une tension locative importante. Il y a une forte demande locative. Il y a plus de 61%, je crois, de Parisiens qui sont locataires. Donc, il y a une forte demande. Et puis, Paris, ça reste 20 arrondissements. C'est pas une ville qui peut s'étendre davantage. C'est une ville qui est réglementée. On peut pas construire des bâtiments super hauts. Il y a peu de nouvelles constructions. C'est beaucoup de bâtiments anciens. Donc, l'offre, c'est le mécanisme de l'offre et de la demande. Donc, moyen d'offre, plus les prix augmentent. Et donc, forcément, aujourd'hui, les personnes qui ont la chance de se positionner sur des biens parisiens, soit ça sera des investisseurs, donc dans certains arrondissements, des investisseurs étrangers qui veulent diversifier leurs actifs, parce que Paris, mine de rien, reste une capitale moins chère que d'autres pays. Enfin, c'est une grande ville qui reste moins chère que d'autres pays, comme New York, Londres ou Tokyo, par exemple. Donc, ça reste attractif. Il y a un rayonnement international qui fait qu'il y a toujours du tourisme, donc pour la location saisonnière ou pour la location de courte durée, ça reste un investissement intéressant. Et puis Paris, c'est une ville chargée d'histoire. C'est une très belle ville, on a des très beaux bâtiments haussmanniens. Donc c'est une ville qui reste très attractive aujourd'hui auprès des investisseurs. Et en tant que personne qui recherche aussi à établir leur famille, le 12e, pour revenir un peu à l'endroit où nous sommes, c'est un arrondissement qui attire aussi beaucoup les familles. Donc effectivement c'est cher et il faut faire des arbitrages. Donc on va revoir effectivement les superficies, les nombres de pièces, les arrondissements en fonction du budget, parce qu'effectivement d'un arrondissement à un autre les prix sont pas toujours les mêmes. Mais ça reste une ville où de toute façon les prix aujourd'hui se sont stabilisés, parce que pour recontextualiser un petit peu, alors je sais pas si c'était ta question, mais le marché immobilier a beaucoup évolué ces dernières années. On a eu un retournement de marché, c'est-à-dire que dans les années 2019, 2020, 2021 jusqu'au premier trimestre 2022, on avait un marché immobilier qui était complètement délirant. Vu que les taux étaient très bas, forcément, ça a une conséquence d'une demande très, très forte. Et donc, les prix ont complètement explosé. C'était complètement décorrélé de la réalité. Aujourd'hui, la crise immobilière qu'on traverse, elle a juste stabilisé ce marché. Donc aujourd'hui, on revient à un niveau de prix qui est plus entendable. On a une moyenne à Paris en fonction des arrondissements, mais on est à la limite des 10 000. Dans certains arrondissements, bien sûr, on est au-dessus. Mais là, dans le 12e, on est entre 8 500 et 9 500 du mètre en fonction des secteurs. Puis si on se rapproche de la gare de Lyon, si on se rapproche du bois de Vincennes, etc. Donc ça dépend des quartiers. Mais ça reste un marché attractif. Ça reste un marché tendu. Donc forcément, effectivement, il y a une demande et les prix suivent en fonction de l'offre et de la demande. Voilà. Là, tu nous as parlé, par exemple, le 12e, tu nous as dit, c'est beaucoup des familles. Parce que, on sait, il y a plein d'écoles dans le 12e. Il y a quand même... il y a Vincennes et il y a pas mal de parcs et tout. Donc, c'est vrai que ça fait partie des critères pour les familles. Dans Paris, en général, quels sont les critères un peu d'achat ? Alors, toi, au niveau de tes clients, toi, t'en as qui te demandent plus certaines choses en particulier ? Alors oui, bien sûr. Alors, il y a beaucoup, mine de rien, d'investisseurs qui se positionnent sur Paris. Donc, les demandes qui reviennent le plus souvent sont les petites surfaces, avec ou sans travaux. Ils préfèrent des travaux parce qu'il y a toute une mécanique derrière de défiscalisation, parce qu'on va faire du déficit foncier. Donc, il y a des charges, des travaux, des intérêts d'emprunt. Donc ça vient aussi déduire aussi l'assiette imposable. Donc ça, c'est aussi une stratégie d'investissement intéressante. Et on a beaucoup aussi de primo-accédants qui souhaitent accéder à la propriété dans Paris, parce que pour certains, c'est un goal, c'est un objectif, en fonction de certaines stations de métro, de certains monuments. Et donc, du coup, on nous demande
demande effectivement la proximité avec certaines écoles, avec des transports, mais dans Paris, effectivement, il y a toujours beaucoup de transports. Les critères, c'est aussi les écoles. Alors, idéalement, un étage élevé, sur cour et pas sur rue. Enfin, voilà, il y a tous ces critères qui rentrent, mais en fonction des profils, vraiment, c'est très aléatoire. L'investisseur, il va plus chercher la rentabilité locative. Donc là, ça va être plus un travail de rentabilité par rapport à son projet d'investisseur. Et les critères des familles, forcément, tu l'as bien compris, c'est les commerces de proximité, c'est la possibilité de tout faire à pied, d'avoir une vie de village, finalement, comme on peut retrouver dans la rue du Rendez-vous, qui est vraiment un quartier très familial. On a l'église au milieu de cette rue qui est très commerçante. On a les écoles, on a de très beaux immeubles haussmanniens. Et donc, voilà, c'est un peu ce que recherchent les clients du 12e. C'est un environnement sécurisant, un environnement familial, où voilà, les transports sont proches, où les écoles privées et publiques sont aussi disponibles pour les familles et où elles vont pouvoir s'établir sur une longue durée. Ok. Oui, comme tu dis, de toute façon, ça dépend de ce que chaque arrondissement a à offrir aussi. C'est ça. Après, comme tu disais, dans Paris, de façon générale, sur les arrondissements un peu plus, on va dire, prestigieux, comme le 7e arrondissement, ils vont demander des vues sur des monuments, vue Tour Eiffel, vue Dôme des Invalides. Dans le 5e, dans le 6e, ça va être aussi ça, une proximité avec des places assez prestigieuses. Et puis surtout, on va avoir des investisseurs étrangers qui vont venir se positionner sur ces secteurs-là. On a une clientèle asiatique qui est très présente, surtout sur les biens à plusieurs millions, une clientèle du Moyen-Orient, une clientèle Amérique du Nord, qui, elle, va vraiment rechercher à diversifier ses actifs, à investir aussi dans Paris et a fortiori dans des quartiers ou sur des biens prestigieux comme peuvent le proposer certains arrondissements. Mais c'est vrai qu'il faut voir les yeux quand on regarde Paris avec des lunettes d'investisseurs étrangers. Paris, c'est une très belle carte postale. Merci à Émiline Paris qui nous a fait une très belle démonstration. Non, mais c'est vrai, on a une vraie demande des Américains qui s'est faite beaucoup dans le 5e aussi, qui a toujours existé en réalité, mais bon, voilà, on va dire que ça a aidé. Et puis Paris, c'est une très très belle ville. Nous, on s'en rend plus compte, mais c'est vrai que quand on est à l'étranger et qu'on voit des publicités de L'Oréal ou de je ne sais quelle marque qui fait la publicité d'un produit avec des beaux bâtiments, le pont Alexandre III derrière ou des belles façades haussmanniennes, en vrai, Paris, ça en jette. C'est vraiment une très très belle ville. Donc, faut être fier d'être parisien et puis faut être fier aussi de la valeur de nos biens parisiens aussi. C'est un bel actif. Oui, on sent que toi, c'est aussi quelque chose qui compte dans ton activité parce que je pense que c'est beaucoup plus difficile de vendre des biens et de mettre en avant des biens dans une ville qui ne te plaît pas du tout. Oui, ouais. Et puis moi, j'ai la chance d'être née, d'avoir grandi à Paris, donc tu connais. Ouais, c'est ça. Et puis de pouvoir, en fait, si tu veux, pour moi, le bon professionnel, c'est quelqu'un qui connaît bien son secteur. Moi, c'est vrai que j'ai plus de facilité à vendre des biens dans Paris intramuros parce que j'ai une vraie connaissance de la ville. J'ai été étudiante, j'y ai grandi, etc. Donc, je peux assez facilement parler des arrondissements. J'ai une vraie connaissance de la carte scolaire pour les familles en fonction des écoles, des commerces, des bons restaurants. Tu vois, ça paraît anodin comme ça, mais dans une argumentation, quand tu es en visite avec un acquéreur qui connaît pas bien le quartier parce qu'il vient de province et qu'il veut acheter à Paris, ou qui a besoin quand même d'avoir un local, entre guillemets, c'est une vraie valeur ajoutée. Et puis après, faut argumenter aussi derrière sur plein de choses. Après, il y a une grosse négociation dans Paris. Ça, c'est aussi un des revers du contexte. On est dans un marché acquéreur aujourd'hui, donc les prix, mine de rien, ils ont quand même... ils se stabilisent aujourd'hui, mais on a connu une baisse des prix. Donc ça, c'est aussi, nous, notre travail de négociateur. Quand on veut défendre une offre, il faut aussi qu'on sache aussi mettre en avant les points négatifs et positifs du secteur pour faire comprendre aux vendeurs, oui, le bien, il est exceptionnel, mais on est quand même dans un secteur qui n'est pas très demandé, pour plusieurs raisons, qu'il connaît, mais c'est bien de les souligner aussi derrière. Et ça, c'est des choses que tu ne peux savoir que si tu connais vraiment le quartier. Donc c'est aussi tous ces aspects-là qui font qu'un bon professionnel, c'est quelqu'un qui connaît bien le marché local, qui peut aussi valoriser un bien. Et comme il peut aussi expliquer et faire entendre à un vendeur que certes, c'est un très beau produit, vous avez une très belle exposition, de beaux extérieurs, etc. Mais c'est vrai que sur ce secteur-là, on n'attire pas trop de familles et c'est un bien qui s'adresse à des familles. Donc il faut aussi essayer de faire entendre raison aussi. Pas toujours évident. Ouais. Faut pouvoir garder la tête froide. Ouais, c'est clair. C'est le jeu, c'est le métier.
En parlant justement d'aspects un peu négatifs et qui aujourd'hui font que faut quand même garder la tête froide, c'est donc les DPE. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Alors le DPE, c'est un diagnostic de performance énergétique. C'est un document qui est très regardé aujourd'hui dans un contexte de sobriété énergétique. En gros, c'est un élément qui va venir mesurer la performance énergétique du bien, donc de A à G. Donc A étant la meilleure note, évidemment. Et donc c'est un document qui va venir aussi mesurer l'empreinte carbone du logement, donc, puisqu'on a aussi la même échelle sur l'émission des gaz à effet de serre en fonction du mode de chauffage du bien, etc. Donc tous ces éléments-là sont regardés. Et on a aussi dans ce document, on va retrouver des préconisations du diagnostiqueur, donc qui vont venir donner des recommandations pour venir améliorer cette note, puisqu'aujourd'hui c'est une notation qui est beaucoup regardée, notamment du point de vue du législateur, puisque depuis le 1er janvier de cette année, donc 2025, on ne peut plus mettre en location un bien avec la note de G. Et en 2028, ça sera la note de F. Donc ça veut dire que c'est des biens qui sont non conformes à la location et donc pour lesquels il va falloir mettre en place des travaux de rénovation. Ça passe par de l'isolation très souvent, de l'isolation des murs, surtout pour les derniers étages, c'est aussi les plafonds aussi, parce que on a des immeubles qui sont assez vieillissants, donc on a une déperdition de chaleur qui se fait malheureusement, et du coup ça a un impact sur le coût de l'énergie des occupants. Donc là, effectivement, quand on a des acheteurs aujourd'hui qui se positionnent, évidemment, il y a plein de critères qui rentrent dans le cahier des charges, mais le DPE aujourd'hui est vraiment très regardé. Ouais, c'est plus important. Ouais, parce que c'est ce qui va sortir tous les mois dans ton coût de chauffage, dans ton bien. Quand je vais chauffer pour me doucher, combien ça va me coûter l'électricité. Quand je vais me chauffer, combien ça va me coûter. Enfin, tous ces éléments-là, aujourd'hui, c'est aussi dans ton calcul du budget de ton projet immobilier. Donc oui, le DPE rentre aussi dans cette projection. Et puis surtout, les propriétaires aujourd'hui, alors soit ils partent dans une logique où ils vont faire des travaux et ils vont améliorer leur note et du coup, ils vont pouvoir vendre à un prix convenable, ou bien alors, effectivement, ils ont une note qui n'est pas franchement attractive, mais ils vont le mettre en vente. Et par contre, oui, il va y avoir une grosse négo parce que l'acquéreur, il va bien s'engouffrer dans la brèche. Il va dire, moi, pour pouvoir demain mettre ce bien en location, je vais devoir faire des travaux. Ça va me coûter un certain budget. Et donc là, oui, c'est une ouverture à la négociation. Et même sur le marché, aujourd'hui, un bien qui a une notation A ou B, il va être plus attractif qu'un bien avec une mauvaise notation qui, lui, aura peut-être une décote de 10 ou 11% par rapport à un bien qui a un bon DPE. Ouais, c'est un vrai argument. Et moi, très souvent, quand on m'appelle, on me demande pourquoi est-ce qu'on a telle note, quelles sont les préconisations. Et en fonction de ce qui est donné par le diagnostiqueur, les gens voient si effectivement ils tendent à se positionner ou à faire la visite, ou si c'est vraiment rédhibitoire parce que c'est des gros budgets de travaux derrière. Donc ça fait partie de l'argumentation. C'est pour ça que même nous, quand on prend le bien en vente, on essaye aussi de mettre en place tous les différents scénarios que peuvent nous poser les acheteurs, et pour essayer d'anticiper un maximum ces questions et justement de les avoir travaillées. Ça vient aussi cadrer la vente, et ça vient aussi donner des arguments sur le moment à l'acheteur pour pouvoir se projeter ou non. Donc voilà, ça, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui, toi, aujourd'hui, tu peux pas y. Non, je peux pas y échapper. Voilà, tu peux pas y échapper, c'est ça. Non, parce qu'en plus, à Paris, on a un parc immobilier qui est vieillissant, donc c'est un sujet qui est assez récurrent. Ça vient souvent beaucoup d'investisseurs, donc de la location derrière. Donc le DPE, c'est un vrai sujet. Donc il y a des travaux derrière. Il faut venir estimer les travaux de rénovation, et il faut surtout derrière faire une bonne estimation du prix du bien, du prix avec les travaux pour une remise aux normes avec un DPE avec une note plus convenable pour venir se positionner au bon prix derrière. Donc tout ça, ça fait partie des choses que nous on étudie tous les jours quand on récupère un bien en vente. Mais oui, ça fait partie de notre quotidien. Et puis, de toute façon, c'est comme tout le reste. Il y a toujours des choses qui sont pas toujours sympas dans l'immobilier, les charges de copropriété, est-ce qu'il y a un ravalement intérieur-extérieur, le DPE aussi qui rentre dans la ligne. Donc, c'est... Ça fait tout un tas d'éléments à prendre en compte. Ouais. Non, je te confirme. Mais après, c'est le
c'est le bien en lui-même qui fait que forcément, il y a des travaux de rénovation à prévoir. Après, il y a des propriétaires qui ont anticipé la chose. Tu peux être dans un très bel appartement type haussmannien, etc., où le propriétaire a une belle note DPE parce qu'il a revu son mode de chauffage, il a revu ses isolations, que ce soit au niveau du sol ou des murs, et ça a été anticipé, ça se vend très bien, et ça part, et puis il n'y a pas de sujet. Mais pour certains, effectivement, ils sont un peu pris de court par rapport à la réglementation, et là, derrière, il faut rectifier le tir assez rapidement pour pas perdre des opportunités de vendre. Mais bon, après, Paris, ça reste un marché très dynamique, comme je te disais, donc il y aura toujours de la demande. Faudra juste, encore une fois, se positionner au bon prix et bien estimer tout ce qui va avec. Oui, du coup, je suppose, comme tu l'as dit, ça reste très attractif. Donc, quelque part, même si aujourd'hui, c'est un critère important, c'est pas un critère rédhibitoire. Non, parce que c'est rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, un acheteur, il sait très bien que quand il va acheter un bien ancien, il y a de la rénovation à faire, il y a une électricité qui est pas aux normes, il y a un système de chauffage qui est complètement à revoir. Tu vois, il y a tous ces éléments-là qui font partie de l'achat dans de l'ancien. Okay. Par contre, voilà, quand tu as la chance de trouver un bien neuf dans Paris, là, il n'y a plus tous ces sujets-là. Là, tu es plus dans la rentabilité directe du bien. Mais les travaux sont toujours dans l'équation quand tu es sur un investissement. Je parle d'investissement parce que c'est ce qui bloque aujourd'hui les investisseurs. Ils ne peuvent pas mettre en location si la note est pas conforme. Pour de la résidence principale, c'est pas du tout rédhibitoire. Tu peux très bien acheter un bien et faire tes travaux au fur et à mesure, mais ça aura un impact sur ton budget derrière, sur les charges que tu devras prévoir chaque mois dans ton logement. Et c'est pas anodin. On est dans un contexte où les coûts d'énergie sont très importants et ça peut très vite peser dans ton budget, surtout si c'est une famille. Donc tu vois, c'est X douches par jour, c'est X... Tu vois, et tout de suite, ça peut très très vite chiffrer. Donc non, il faut le pondérer dans son projet immobilier. D'où l'importance d'être accompagné par une professionnelle. Absolument. Ouais. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Safa, pour tous tes conseils, toutes ces informations aussi, parce que on entend beaucoup de choses, mais c'est vrai que quand on n'est pas soi-même professionnel, en réalité, on ne connaît pas. Et quand on n'est pas soi-même acheteur, on s'est un peu renseigné ou quoi, on ne connaît pas plus. En fait, on entend juste et on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. En plus, l'immobilier, ça paraît un peu compliqué. Ouais. Enfin, c'est des secteurs qui paraissent très, très pointus. Et donc, c'est bien d'avoir ton point de vue aussi pour tous ces conseils. Mais n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a toujours un bon professionnel proche de l'endroit où vous êtes. Prenez un maximum de conseils. Un projet immobilier, ça vous engage dans pas mal de choses. Donc, faites jouer la concurrence au niveau des banques. Faites appel à un courtier. Assurez-vous que la localisation que vous recherchez est vraiment celle que vous recherchez, parce que ça va être votre quotidien. Les commerces à proximité vont répondre à votre quotidien aussi. Donc, c'est une projection qu'il faut faire sur du long terme. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien analyser le marché et se faire bien accompagner. Il ne faut pas se précipiter. Malheureusement, parfois, il y a des personnes qui se précipitent parce qu'il y a l'effet d'opportunité. Mais non, il faut bien réfléchir à un projet immobilier. En tout cas, moi, je prône plutôt ce discours-là. Eh ben, merci beaucoup. Pour les gens qui aimeraient te contacter, etc., où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un site internet donc qui reprend l'entièreté des biens que j'ai en commercialisation, mais je fais aussi de la recherche immobilière pour mes clients. Donc, ils ont juste à taper Safaomi sur Google et ils auront la chance de pouvoir me contacter. Eh ben, c'est parfait. On mettra tout ça dans la barre de description de l'émission. Merci encore, merci à toi, Safa. Angéline. Merci également au travail réalisé par la régie pour que nos émissions soient enregistrées, diffusées, montées, filmées, tout. Ouais. Merci également aux auditeurs du GOP Radio d'avoir suivi notre émission. N'hésitez pas à suivre les prochaines interventions de Safa, ou les précédentes d'ailleurs. Et à très bientôt sur GOP Radio, la radio du 12. Antidote, l'émission Solutions du GOP Radio.